Bonjour à tout le monde. On va commencer. Je suis Marie-Laure Lasvernias, en charge de l'accessibilité de la Cité des Sciences, et je vous souhaite la bienvenue au nom de la Cité des Sciences et d'Univers Sciences. Merci d'être venus si nombreux, et je pense qu'il y a aussi des personnes qui nous suivent à distance, puisque c'est retransmis en direct. Et c'est vrai que c'est très important, enfin c'est pour nous tous, d'être rassemblés pour rendre hommage à Guy Bouchauveau, qui est une grande figure, qui a travaillé pendant 20 ans ici à la Cité des Sciences pour rendre les sciences accessibles aux sourds de tous les âges, de tous les pays du monde entier. Donc c'est une grande figure et on va se rendre compte au fur et à mesure de la séance de ce qu'il représente. Jean-François Hébert, l'ancien président de la Cité des Sciences, qui avait remis à Guy Bouchauveau la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite en 2005, m'a transmis un message. Il m'a demandé de vous dire que Guy avait porté très haut les valeurs d'ouverture, je le cite, d'inventivité et de générosité qui sont les marques de la Cité des Sciences. Alors, cet hommage est organisé, bien sûr, par la Cité des Sciences, en collaboration avec la famille de Guy, l'Académie de la langue des signes française que Guy avait fondée, et la Fédération nationale des sourds de France. Et je vais tout de suite passer la parole, si je puis dire, ou le geste, à Patrick Leven, président de l'Académie de la langue des signes, qui est normalement par là. Il est où, Patrick ? Voilà. Bien, bonjour à tout le monde. J'ai vraiment une très grande pensée pour Guy qui nous a quittés en février, ce qui nous a tous extrêmement attristés. Et ensemble, voilà, voyant les réactions de tout le monde, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc l'académie, l'académie, la Cité des Sciences, avec la famille, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est réunis, on a échangé, on a découvert énormément de choses sur le patrimoine des sourds par le biais de Guy. Il y a effectivement beaucoup de choses qui sont ressorties, qui nous ont même surpris. Et donc, on a décidé d'organiser cet événement. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci. Bien. Donc, je vais modérer les intervenants pour la soirée. Je suis vraiment très fier de vous voir aussi nombreux pour cet hommage à Guy Bouchauveau. Donc, les personnes qui ont côtoyé Guy, des personnes de sa famille, des personnes qui l'ont bien connu, vont vous parler de lui sous différents aspects. Il y a énormément de choses à raconter sur Guy, donc pour ordonner un petit peu tout ça, on a décidé de séparer ça en différents thèmes. Donc, commencer par son enfance, puis ensuite d'aborder Guy en tant qu'artiste par rapport à tout ce qu'il a pu faire, vous le verrez tout à l'heure, tous ces tableaux par exemple. L'aspect militant pour la langue des signes qu'avait Guy. Et bien sûr, ici, on est dans ce lieu où il a travaillé en tant qu'animateur scientifique. Donc, on va aussi découvrir beaucoup de choses sur cet aspect de sa vie. Et puis, à la fin, ce qu'il a rendu extrêmement célèbre, son humour. Voilà, donc on vous en parlera, différentes choses qu'il a pu faire. Et puis, alors, j'avais dit que c'était le dernier, puis en fait, Guy, c'était aussi un père, un grand-père. Donc, nous allons aussi accueillir sa famille qui va nous parler de Guy. Alors, par contre, je vais être obligé d'être très sévère avec les intervenants au niveau du timing, puisqu'on doit libérer les lieux à 19h30. Voilà, pareil, je vous demanderai de sortir assez rapidement de la salle, de ne pas trop rester à bavarder dans la salle. On pourra échanger après, on pourra partager à la sortie, hors de l'auditorium.
J'espère que vous avez pu voir l'exposition, mais de toute façon, voilà, on pourrait retrouver tout ça sur Internet, ça n'avait pas encore eu le temps. Donc j'ai demandé à Josette, donc la sœur de Guy, de nous parler de son enfance. Et puis, je voudrais ajouter, voilà, essayer. Il y a les caméras, donc faites attention quand vous passez devant à ce niveau-là, s'il vous plaît. C'est pas pour moi le micro, hein. Je n'ai pas besoin. Donc bonsoir à tous, je suis vraiment très contente d'être là pour pouvoir vous parler de Guy et de son enfance. Je peux rester au niveau du pupitre. Bon, d'accord. Donc je vais vous parler de Guy. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément son enfance, donc je vais vous parler de cet aspect-là de sa vie. Voilà, donc la maison dans laquelle Guy est né, dans l'Allier, le 29 juin 1944. Donc Guy qui est né sourd, donc bien sûr c'était quand même une surprise pour mes parents, mais en même temps c'était un enfant tellement agréable, tellement gentil, tellement mignon. Là ça va un petit peu vite, voilà. Là on voit Guy avec ses cousins, avec lesquels il a grandi, avec lesquels il a joué, avec qui il communiquait de façon très naturelle. Lorsque Guy était petit, à l'âge de 3 ans, pardon, il y avait un tableau noir, vous savez, sur lequel on écrivait avec une craie. Et voilà, les parents essayaient de nous apprendre voilà, l'alphabet, de parler un petit peu. Moi, j'avais 6 ans, Guy en avait 3. Voilà, ça l'intéressait pas. Voilà, parler, écrire, faire des lettres, ça l'intéressait pas du tout. Par contre, dès qu'il pouvait, il saisissait d'une craie pour dessiner sur ce tableau. Entre autres, son premier dessin, un bonhomme qu'il a dessiné. Il y avait la tête, il y avait les yeux, il y avait le corps, les bras, les jambes. Et voilà, il essayait de dire quelque chose à travers ce dessin. Il n'avait pas besoin de mots. Il arrivait à communiquer avec ses dessins, déjà à 3 ans. Les années passant, nous sommes installés en 47 à Paris. Pour aller à l'école à Saint-Jacques. Et c'est vrai que quand nous sommes arrivés dans cette école-là, voilà, on voyait tous ces enfants, ces grands, ces ados signés entre eux. Voilà, pour nous, c'était très, très surprenant. Et puis, voilà, ça a été le début d'un épanouissement de voir toute cette langue des signes. Et donc, ma mère m'accompagnait tous les matins. Elle me laissait à l'école, elle rentrait à la maison avec Guy, puis elle revenait me chercher à l'école avec Guy, puis elle rentrait, elle faisait des allers-retours comme ça, donc 4 fois par jour. Elle faisait les 8 kilomètres pendant 8 ans, en trimballant Guy à chaque fois. Guy qui était du coup très, très observateur, vraiment à regarder tout ce qui se passait autour de lui et à relever tous les détails. Et puis un jour, il a échappé un petit peu à la surveillance de ma mère. Il a commencé à dessiner sur un trottoir en imitant les artistes qu'il avait pu voir dans la rue, vous savez, qui dessinent sur les trottoirs pour faire la manche. Et en fait, il était très déçu parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'argent. Ma mère, quand l'a vu, bien sûr, a été le chercher en lui disant mais il ne faut pas faire ça. Et voilà, il avait déjà commencé à dessiner sur les trottoirs à cet âge-là. Guy était assez têtu dans ce qu'il aimait. Il aimait observer le monde, regarder ne serait-ce qu'une goutte d'eau tomber dans l'évier. Il pouvait regarder cette goutte comme ça grossir, se former, puis tomber pendant des heures sans s'en lasser et être comme ça dans son univers. Voilà. Et puis, Guy, enfin très content, a eu l'âge de rentrer à l'école à 6 ans. Il a commencé, là on le voit avec ses amis à l'époque. Il y en a peut-être qui sont ce soir dans la salle. Voilà, un an après, encore une année après.
Guy avait en lui une certaine frustration par rapport à tout ce qui était l'oralisation. Vraiment, c'était quelque chose qu'il détestait. Pour lui, sa passion, c'était le dessin. Et dès qu'il commençait à dessiner, tous ses camarades se penchaient par-dessus son épaule pour le regarder faire. Et un jour où un professeur était absent, donc il y avait deux classes communicantes, la salle A et la salle B, et le professeur de la salle d'à côté surveillait la classe où était Guy. Et Guy a commencé à leur raconter un film, et tous les élèves étaient autour de lui, complètement captivés par ce film qu'il leur a raconté du début jusqu'à la fin, avec tout ce qu'il pouvait y avoir d'humour, etc. Et il y a encore des personnes qui s'en souviennent aujourd'hui. Voilà, une photo de famille quand on est arrivé à Paris avec mes parents qui étaient vraiment très gentils avec nous, qui étaient encourageants, voilà, qui étaient simples. Mon père travaillait, il était peintre en bâtiment, il était artisan, il était son propre patron. Notre mère ne travaillait pas. Notre père avait beaucoup d'humour. Quand il était avec des amis, avec des entendants, on les voyait beaucoup rire. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est passé de notre père à Guy, à travers l'humour. Il connaissait un petit peu les signes, en fait. C'est des signes qu'on lui avait donnés avec Guy sur quelques mots, de façon assez basique. Et c'est vrai qu'on le taquinait beaucoup par rapport à ces signes. Il y avait des signes très drôles, par exemple pour dire attention, voilà, il faisait attention, la police, ils vont vous mettre en prison. Voilà, des choses comme ça, où vous êtes têtu, je vais vous expliquer. Demander voilà, si on avait une petite copine, par exemple, s'il y avait une petite copine, pour lui c'était le signe qu'il faisait pour petite copine. Et c'est vrai que voilà, on s'est beaucoup moqué d'eux de façon très gentille, on les a beaucoup taquinés avec Guy. Et puis voilà, après les rapports, on arrivait à communiquer, mais sur des termes assez simples. Mais vraiment, je tiens vraiment à les remercier, à leur rendre hommage, parce qu'ils ont toujours encouragé à aller à la rencontre des autres sourds. Voilà. Guy était un très grand rêveur. Il aimait se mettre devant le miroir, se raconter des histoires. Et quand quand on rentrait dans la pièce, tout de suite, il s'arrêtait, pris sur le fait. Et voilà, il aimait jouer, il aimait se déguiser, il aimait incarner plein de personnages différents. Voilà, des héros, voilà, une fois que j'étais un peu plus grande, j'invitais des amis pour fêter mon anniversaire. On avait 3 ans d'écart avec Guy, donc il était très content, voilà, d'être parmi mes amis et puis en même temps de jouer. Il aimait beaucoup se maquiller. Voilà, on le voit un peu sur les photos. Voilà, pour faire rire tout le monde, pour jouer devant tout le monde. Puis il dirigeait aussi un petit peu les gens en disant tu vas faire tel personnage, tu vas faire un monsieur, tu vas faire une dame, etc. Enfin voilà, il avait aussi un petit côté metteur en scène. Il aimait énormément jouer. Et voilà, à chaque fête d'anniversaire, il était là, à proposer des jeux, à participer. Puis on faisait aussi beaucoup de spectacles ensemble pour nos parents. On jouait pour nos parents. Souvent, moi, je faisais les rôles de femmes plutôt coquettes. Et puis Guy, voilà, des personnages comme chauffeur de taxi, etc. C'était beaucoup dans le mime. Voilà, par exemple, le chauffeur de taxi qui demande à ce qu'on lui règle sa course, la femme qui n'a pas d'argent. Enfin voilà, on faisait beaucoup de spectacles comme ça et ça faisait énormément rire nos parents. Voilà, je ne sais pas si les personnes plus âgées se rappellent de cette époque, des bals masqués, donc, qui étaient organisés sur Paris. Il y avait énormément de sourds qui venaient déguisés. Et puis, Guy
dès 11 ans, a commencé à participer à ces bals. Donc voilà, il était très fier d'y aller, déguisé en militaire, par exemple. Voilà, et naviguer au milieu de tout le monde. Et puis, il y avait un concours pendant ce bal. Et Guy se démontait pas du tout. Il y allait, il racontait des histoires de batailles napoléoniennes, il sortait son sabre, il a presque failli mettre un coup dans un lustre une fois. Enfin voilà, et tout le monde était complètement fan de Guy et de ses histoires. Et déjà à l'époque, il a reçu un prix lors d'un de ses bals. Voilà, là, on le voit en aristocrate à côté. Il aimait beaucoup prendre des rôles. Et à chaque bal de l'Étoile, il y allait. Et il était aussi, enfin, je ne sais pas comment dire, il y avait voilà, des sourds-âgés qui signaient. Il y avait un sourd, entre autres, je ne sais plus exactement d'où, qui venait de Reims, qui fascinait Guy dans sa façon de signer. Voilà, il prenait chez différentes personnes la langue des signes par laquelle, enfin, qui le fascinait à ce moment-là. Et voilà, comme je disais, dès qu'il s'agissait de prendre une photo, il fallait que Guy se grime, se déguise, voilà, qu'il soit prêt. Il avait commencé par faire du dessin au crayon, à la craie, et puis on l'a un petit peu poussé à essayer la peinture. Là, je pense qu'il devait avoir 13-14 ans. Il a commencé à peindre son premier tableau, puis après on a fait de plus en plus. Mais à chaque fois, il fallait qu'il soit dans le personnage. Et c'est vrai que voilà, dans notre famille, ça se passait, c'était très sympa, ça se passait bien. C'est vrai qu'on était au milieu d'une famille d'entendants quand même, donc on bavardait beaucoup ensemble, on était très, très complices et on se moquait effectivement beaucoup des gens qui nous entouraient. On leur donnait des signes, voilà, nez de sorcière, etc. T'as ta grand nez, enfin voilà. Et c'est vrai que des fois, on s'est un petit peu fait coincer, entre autres par ma tante qui disait mais comment ça, j'ai bien compris, vous parlez de mon nez, etc. Enfin, voilà, et c'est vrai que voilà, quand les gens parlaient comme ça, Guy était un petit peu frustré, se sentait un peu à l'écart. Donc du coup, il était dans la caricature, à vouloir imiter les gens sur leurs défauts, leur façon de fumer, l'état de leurs dents, enfin voilà. Et il n'hésitait pas, voilà, à se moquer un peu des membres de la famille en faisant des imitations. Voilà, puis Guy a été louveteau aussi, en lien avec Saint-Jacques. Il a participé aussi à un club de foot, l'Étoile sportive. Voilà. Je ne sais plus en quelle division ils étaient, deuxième division, troisième division, enfin je ne sais plus. Mais voilà, il était aussi, il participait à ce club. Donc là, on reconnaît Michel Braun, entre autres, enfin différentes personnes, Jimmy Lex qui est là, qui était là aussi. Voilà, il sortait, il avait toujours plein d'amis, il aimait aller faire la fête, bah, comme tout jeune à cette époque. Et puis il a commencé vers 18-20 ans à vraiment devenir très très bel homme, à avoir énormément de charme. Toutes les filles en avaient après lui et même le craignaient en même temps. Donc ensuite, bon, on vous parlera un peu plus de l'aspect artistique de Guy, mais voilà, il a commencé à faire différents stages de peinture, à faire des expositions, à faire des stages de théâtre, par exemple avec Joël, donc avec des stages de mime. Voilà, il a eu différentes expériences, il a participé à des stages de peinture avec des entendants aussi. Ça va pour le timing? Et puis, quand je me suis marié et je réfléchissais un peu à comment Guy est devenu militant. Alors, c'était effectivement dans les années 70. Et c'est vrai qu'il m'avait demandé voilà, d'inviter un soir des amis chez moi. Bon, je n'avais pas posé plus de problèmes que ça. J'étais malade, donc j'étais me coucher assez tôt.
à l'époque, on ne parlait pas encore de LSF, mais en fait, tous leurs débats ont commencé à porter sur les signes, sur l'oralisation. Et c'est vrai que quand je me suis levé, ben, ils étaient encore dans le salon en train de discuter, tous très agités, voilà, pris dans un énorme débat. Et je pense que c'est un peu ce qui a déclenché son militantisme. Voilà, et Guy était aussi extrêmement fier de devenir oncle et de commencer à pouvoir transmettre la langue des signes. C'est vrai que moi j'ai peut-être un peu tendance à vouloir parler avec mon enfant, mais c'est vrai que lui me poussait aussi à signer. Et puis Guy s'est marié, donc voilà, sur une très belle photo avec Lydie. Ils ont eu 3 enfants. Et puis voilà, ce dessin que je trouve très important, que j'ai trouvé en cherchant un peu dans ses affaires. Il ne dessinait pas que dans un but artistique. Là, par exemple, c'était son CV. Et on retrouve un peu toutes les dates qui ont marqué son parcours. Voilà, le début de son militantisme. Voilà, c'est un peu comme son CV. Et il aimait aussi aller à la rencontre des sourds et transmettre voilà, toute l'histoire des sourds, l'abbé de l'épée, leur parler de tout ça, de tout ce qu'il avait reçu des plus anciens. Voilà, et donc après son mariage, en fait, ils sont devenus très amis à 3, donc 3 amis militants. Ça, c'est une photo, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il avait participé à un club de foot, et là, c'était pour un événement, je ne sais plus si c'était les 100 ans du club de l'Étoile. Donc, ils ont fait revenir tous les anciens. Donc, voilà, photo souvenir, il y a encore des personnes qui sont présentes dans la salle. Donc, je voulais, voilà, avec cette photo, leur rendre hommage à tous. Et puis, bah, c'est vrai que moi, j'adore mon frère. On était vraiment très très unis, extrêmement complices tous les deux. On se soutenait, on se protégeait. Dès que l'un avait besoin de l'autre, on était là. On se disputait très rarement. Il y avait, oui, des petites chamailleries comme ça. Euh, voilà, de temps en temps, on était un peu d'égoïste ou des choses comme ça, mais vraiment, on était extrêmement liés tous les deux. Et puis, on bavardait avant qu'il parte, et il m'a dit qu'il voulait absolument faire une vidéo. Donc, bah oui, mais le temps d'organiser ça, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, ce qu'il voulait dire à tout le monde, c'est qu'il était vraiment extrêmement inquiet pour l'avenir des sourds et qu'il souhaitait vraiment que chacun, tous les sourds, en fait, soient soudés, unis ensemble pour la langue des signes, et que voilà, il fallait vraiment être tous ensemble parce que tous ensemble, on serait plus fort, et que les petites chamailleries internes, etc., c'était pas ce qui primait, qu'il fallait avant tout défendre la langue des signes. Voilà. Donc Guy nous a quittés. Je pense que chacun en garde un souvenir, le souvenir de quelqu'un de très drôle, avec extrêmement d'humour. Et voilà, je pense qu'il restera dans le cœur et les esprits de chacun. Merci, merci Josette. C'est très touchant ce dernier message de Guy qui nous demande d'être tous unis pour les sourds et la langue des signes. Alors maintenant, on va parler de Guy, artiste. Et qui peut parler à la place de Guy? Qui pouvait parler de tout ça? On a longuement discuté de ça et on s'est dit que c'était Jacques Sanglas qui avait collecté beaucoup d'images de Guy et à qui Guy a raconté des pans de sa vie, des événements de sa vie. On a pensé vraiment que c'était Jacques qui était le mieux placé pour parler de ça, pour parler de Guy artiste, de toute sa vie, de tout l'aspect peintre, de tout l'aspect artistique de sa vie. Donc je vais demander à Jacques Sanglas de venir à la tribune.
Bonjour à tous. C'est un très grand public. Donc, je salue tout le monde, le public, la communauté sourde. Et maintenant, je vais vous parler lors de cet hommage à Guy Bouchauveau, de Guy, qui est pour moi une personne de grande valeur et qui était un artiste. Donc, je vais vous parler du côté artiste de Guy. Je l'ai rencontré la première fois en 1982 à Marseille. Et donc, Guy s'est approché de moi. Et j'ai vu cette langue des signes, mais vraiment pour moi ça a été une image très forte. Et c'est quelque chose qui est resté vraiment dans ma mémoire. Et puis j'ai continué à le voir régulièrement pendant un certain temps. J'ai vu que c'était quelqu'un de militant, j'avais des échanges avec lui, on parlait plutôt à un niveau professionnel, on avait des rapports amicaux. Et puis j'ai vu aussi que c'était un artiste. Je me suis rendu compte que c'était un artiste, mais c'était un côté de lui que je connaissais pas très très bien. Et puis le temps a passé et j'ai appris qu'il avait des soucis de santé, donc j'ai voulu le rencontrer et j'ai souhaité le filmer, j'ai souhaité l'interviewer parce que je trouvais que c'était important que le monde puisse avoir une image de lui. Donc en 2014, en février 2014, je suis allée dans sa maison. J'ai apporté mon matériel, ma caméra. Je l'ai remercié de m'accueillir chez lui, vraiment. Et puis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tableaux dans sa maison. Des tableaux sur les murs, accrochés au mur. Et dans les toilettes, il y avait... je suis allée aux toilettes un moment, parce que des fois, il faut aller aux toilettes. Il y avait une frise, un grand dessin. Et je lui ai dit, mais est-ce que c'est toi qui as fait tout ça? Il m'a dit, bah oui, c'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Et ça m'a surpris parce que... Bon, c'était en 2014 quand même, et je le connaissais depuis un certain temps. Donc j'ai vu son atelier, j'ai vu tous ses objets, j'ai vu ses toiles, j'ai vu des BD, je me suis dit, mais c'est un vrai atelier d'artiste, et j'ai trouvé ça très très beau. Et je me suis dit, mais Guy Bouchauveau, il a déjà beaucoup de facettes, et en plus, il est aussi artiste. Et alors moi, je suis pas très avertie en matière d'art. Moi, j'ai déjà été voir des expositions de sculpture, de peinture, tout ça. Mais je connais pas très très bien l'art, mais ça m'a touchée. Et donc, Guy m'a expliqué, comme Josette le disait tout à l'heure, qu'il avait toujours été doué pour le dessin, qu'il avait toujours tenu un crayon, qu'il avait cette capacité visuelle, il avait cette mémoire des formes, il avait une représentation très imagée du monde qui l'entourait et il était capable de représenter ça sur le papier. Et c'était vraiment son mode d'expression, le dessin et l'art. À l'école, il avait les premiers prix en dessin. Et il a été dans une école, dans une académie d'art avec les entendants. Il a eu des diplômes. Et en 1960, 70, enfin bon, il a été dans une grande école d'art et il a vraiment travaillé son art. Alors, il a été graphiste aussi dans la publicité. Il faisait ses tableaux et son père l'accompagnait beaucoup dans des expositions. Il a été au Grand Palais, par exemple. Il a exposé ses toiles au Grand Palais. Son père l'a beaucoup accompagné. Son père était avec lui. S'il avait besoin d'échanger avec les gens, son père était là pour traduire. Il vendait aussi ses toiles et il travaillait en parallèle comme graphiste publicitaire. Donc il avait ces deux activités. Et puis, Place des Vosges aussi, il avait exposé dans différents villages, il vendait ses toiles, il présentait ses toiles. Et il n'était pas encore dans le monde des sourds et le militantisme de la langue des signes, mais déjà, il avait cette activité d'artiste. Et bon, il y a beaucoup de ces toiles qui ont disparu, enfin, qui ont été distribuées ou vendues. Et moi, son style, c'était vraiment surréaliste. Enfin, il était vraiment dans le surréalisme, avec un imaginaire très développé, beaucoup d'abstraction, et beaucoup d'artifices, beaucoup de travail sur les dimensions, la couleur, le relief, l'éclair obscur. Et son art s'est beaucoup développé, a beaucoup évolué pendant toutes ces années. Et c'était vraiment, enfin, le maître mot, c'est vraiment le surréalisme. Alors, parfois, il travaillait sur une couleur, le bleu. Enfin, il y avait des toiles monochromes. Et il partait sur un travail sur une couleur.
Parfois, il faisait de la caricature aussi, du dessin caricatural. Et j'ai un moment observé un tableau et j'ai vu qu'il avait utilisé une technique particulière. Je lui ai demandé quelle technique il avait utilisée. Il m'a dit que c'était une technique bien à lui qu'il tenait à garder secrète. Donc il avait aussi ses secrets. Et puis, les années ont passé. En 1978, il est allé à Galaudet. Et Bernard Mottez, suite au séjour de Galaudet, a écrit un ouvrage dont il voulait que la couverture soit illustrée. Et Guy Bouchauveau s'est porté candidat pour faire cette illustration. Et c'est un dessin qui s'appelle L'Arbre et qui est symbolique, que beaucoup de gens connaissent. Et c'est vraiment le symbole de l'amitié entre la France et les États-Unis. Et ça se passe d'un texte et d'un grand discours. Et ce dessin raconte plein de choses. Il y a beaucoup d'informations, il y a des personnages, il y a des informations historiques. Enfin, on peut raconter par l'image. Enfin, par l'image, il a raconté énormément de choses. Donc, il a été militant et aussi à travers son art. Il a utilisé différentes techniques, la peinture à l'eau, la peinture à l'huile, la gouache, l'encre de Chine. Et il m'a dit, bon, je suis sourd de naissance, j'ai toujours été visuel. Et pour moi, Bouchauveau, c'est l'image, quoi. Guy Bouchauveau, c'est vraiment l'image. C'est dans la langue des signes, c'est l'image. Dans ce qu'il raconte, c'est l'image. Dans ses tableaux, c'est l'image. Et les dessins aussi, c'était un outil pédagogique pour lui. Dans son enseignement de la langue des signes, c'était un outil aussi pour communiquer avec des étrangers. Et à l'époque où on communiquait par fax, il communiquait par fax avec le dessin. Et puis, c'était aussi, le dessin pour lui, c'était aussi un aide-mémoire. Mais il était très précis. Il dessinait jamais dans l'à peu près. C'était toujours léché, ses dessins. C'était vraiment, vraiment parfait. Et quand je lui ai demandé quels étaient ses artistes préférés, ses artistes de référence, il m'a dit qu'il aimait beaucoup Toulouse-Lautrec. Et quand je lui ai demandé pourquoi, c'était vraiment le travail sur la forme, le travail sur le mouvement, la couleur. Enfin, et puis, un autre artiste, Max Ernst, qu'il aimait beaucoup, un surréaliste comme lui. Bon, le cinéma muet aussi, et ça l'a beaucoup inspiré, Chaplin. Donc, derrière toutes les références que je vous ai citées, il y a toujours des sourds, il y a toujours une relation avec les sourds. Et je crois que c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Alors, il y a d'autres artistes sourds. Il aimait beaucoup Jean Bruckmann, qui est sourd aussi, et qui était un excellent dessinateur. Ils ont eu un moment, tous les deux, affaire à un tableau blanc. Ils se sont mis à dessiner tous les deux, à faire des dessins ensemble. Et ça a raconté toute une histoire. Ils ont fait ça sous forme de concours. Daniel Hurault aussi s'y est mis. Et il y avait tout un échange avec le dessin et un imaginaire, mais c'était très rapide. Et très rapidement, ils arrivaient à produire des choses comme ça avec beaucoup d'imagination. Alors, bon, j'avais fait un montage et je vais vous montrer 10 minutes de ce film.
C'est un montage un peu spécial, vous allez voir, que j'ai fait sur Guy Bouchauveau. Je me souviens quand Guy a commencé à peindre. C'est vrai qu'il dessinait, il dessinait. Moi, je le regardais et je lui disais, mais pourquoi tu peins pas? Il faut vraiment que tu peignes. Et je lui ai même acheté de la peinture pour qu'il le fasse. Et puis un jour, il a essayé. Il a peint un chameau. Et je me suis dit, ça y est. Et puis, il s'est pris au jeu et il s'est mis à peindre des tableaux. Et puis, il a participé à des expositions avec des entendants. Il a fait des stages dans une école. Voilà. Mille dessins. Oh là là. Mais il y en a beaucoup qui ont été donnés. J'en ai donné aux enfants. Enfin, j'en avais plus de 1000. Des tableaux, moins. 100, 200 peut-être, à peu près. Ça, c'est un tableau qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à le réaliser, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai utilisé une technique dont je ne vous parlerai pas, c'est mon secret, mais c'est une technique particulière. Mais autrefois, il n'y avait pas d'interprète en 1965. Comment ça se passait pour communiquer avec les gens? Eh ben non, il n'y avait pas d'interprète. Et moi, je regardais comment dessinaient les entendants, je regardais, j'essayais de comprendre leurs dessins, et puis ce que disait le professeur, j'essayais de comprendre. Et moi, je me suis fait je me suis débrouillée tout seul. C'est sûr que s'il y avait eu des interprètes, je serais partie très très loin, mais bon, ça m'a quand même beaucoup intéressée. J'ai été 3 ans avec les entendants. Je peux pas dire que je me sois fait vraiment des amis. Et puis je pensais pas leur donner la langue des signes à l'époque. C'est vrai qu'on parlait pas de LSF à ce moment-là. Et apprendre la LSF, enseigner la LSF aux gens, je pensais pas à ça. Et je me dis vraiment, j'aurais dû. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Et c'est dommage que je l'ai pas fait à ce moment-là. Mais pourquoi tu as choisi une école d'art? Alors, c'est vrai que je dessinais beaucoup depuis tout petit. Et quand j'étais à l'école Saint-Jacques, je dessinais beaucoup, j'adorais dessiner. Et Jean-Claude Poulain, mon beau-frère, donc le frère de Jean-Claude Poulain, avait vu que je dessinais beaucoup. Et il avait, aux fiançailles de Josette, donc Jean-Claude Poulain était là, il avait invité son frère, et il a discuté avec mon père. Et il lui a dit qu'il fallait absolument que j'aille dans une école. Et mon père a dit mais non, et il a un diplôme, il a déjà un travail. Et j'ai vu mon père et ma mère se disputer. Ma mère, elle a dit mais si, il faut qu'il y aille, tu fumes des cigarettes. Et ben avec l'argent de tes cigarettes, on peut lui payer l'école. Et donc du coup, mon père, il n'a plus rien eu à dire. Et c'est vrai que ma mère, elle disait mais il fume beaucoup, tu fumes beaucoup, pourquoi faire? Et donc mon père, du coup, s'est laissé convaincre comme ça. Eh ben, elle lui a bien répondu alors. Donc il a accepté et mon père m'a toujours fait confiance. D'abord j'étais sérieux, j'ai jamais été absent, et je me suis toujours débrouillée tout seul et j'étais vraiment concentrée sur mon dessin. C'est vrai que je communiquais pas avec les entendants, je m'en fichais un peu de la communication à cette époque-là. Donc voilà. Alors je dessine toujours des personnes avec peut-être des grands nez, des cheveux roux. La première fois que j'ai exposé mes toiles, c'était au Grand Palais.
dans un salon indépendant, un endroit qui s'appelait le Salon Indépendant. Et je sais pas, c'était un truc très très grand. Et il y avait énormément d'exposants. Au moment des élections, il y a eu un nouveau parti, l'écologie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un parti qui militait pour l'environnement, contre la pollution, contre l'industrialisation. Et ça m'a donné l'idée de peindre cette montagne éclatée. Ça, c'est une femme qui se détache complètement des hommes. Elle est MLF. Donc ton père t'a toujours accompagné et t'a toujours aidé dans les expositions. Oui, c'est vrai qu'il était toujours avec moi, il m'accompagnait, mon père. Oui, c'est vrai qu'il était toujours là. Ce dessin, il a été réalisé à l'encre et je l'ai réalisé à mon retour de Gallaudet, où j'étais allée, donc à Washington, et où on avait eu un accueil chaleureux. C'était en 1978-79, par là. Et je m'étais imprégnée de tout ce qui s'était passé. Là, il y avait Bernard Mottez aussi, qui était à Gallaudet et qui avait écrit un livre et qui voulait une illustration pour la couverture de ce livre. Et je me suis portée candidat. C'est vrai qu'on était une trentaine, 32 personnes, professeurs, il y avait des sourds, 6 sourds, je crois. On s'était nourris de tout ce qui s'était passé là-bas. Et moi, en plus, je connaissais par chance bien l'histoire des sourds. Donc ça m'a inspiré ce dessin. C'est vraiment un souvenir et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à bouger, que j'ai commencé à enseigner la langue des signes et que j'ai mis un peu de côté la peinture, que j'ai beaucoup moins peint. J'y suis revenue à la peinture de temps en temps. Maintenant que je suis à la retraite, je ne milite plus pour la langue des signes. J'ai arrêté de militer. Mais maintenant, il y a des nouvelles générations de sourds, des jeunes qui vont prendre le relais. Et je pense que ça va mieux se passer. Nous, on s'y est mis tard à militer. On a découvert, moi j'ai découvert à la quarantaine le militantisme. Et ça se passera mieux pour les jeunes puisqu'ils sont militants beaucoup plus tôt que nous, on l'a été. Alors, il est question d'une bande dessinée d'Astérix et Obélix, où il y a le mot champion. Donc, on voit une course de chars, un Romain qui dit ce mot champion, et puis qui croise Obélix, Astérix, pardon. Et Astérix dit que c'est lui qui va être le champion. Parce qu'il mange du sanglier, et le Romain n'en revient pas. Et Romain se prend un arbre. Et en fait, on voit dans ces bandes dessinées que on peut comprendre ce que ça veut dire champion. On peut comprendre grâce aux expressions. On peut comprendre la langue des signes. On peut comprendre avec les niveaux de regard, les intentions des personnages. Uderzo, c'était vraiment un grand dessinateur.
Bravo, bravo pour ce témoignage. Donc j'attends que la caméra se mette en place pour que les gens qui sont dans les autres salles puissent voir, parce qu'ils ne sont pas avec nous, donc il faut attendre que ça marche au niveau technique. Voilà, merci. Donc ce film est très émouvant. Vous avez vu, si vous voulez l'acheter, vous pouvez, hein, il est en vente. À l'accueil, là, vous avez vu, vous pouvez commander, il y a un bon de commande, vous pouvez commander ce film. C'est à peu près 5 heures. Et il y a eu un montage fait à partir de 5 heures de tournage. Donc Guy était donc un artiste, un peintre. Et maintenant, nous allons parler du militant. Il a un peu arrêté la peinture, l'a mis en stand-by, parce qu'un jour, il est devenu militant. Et là, c'est Christian Bourgeois qui va expliquer un peu son parcours de militant et la création de la LSF. Donc, bonsoir à tous. Donc, le réveil sourd, c'était Guy était quelqu'un de vraiment important, un militant très important de la langue des signes. Il avait vraiment beaucoup d'activités. C'était un leader, vraiment pour nous. Quand je voyais Guy et quand je vois son parcours, au château de Vincennes, à IVT, les débuts d'IVT, il y avait des sourds qui donnaient des cours de langue des signes. Moi, par exemple, j'ai donné des cours de langue des signes. Guy aussi, au bout de 3-4 mois après, est venu donner des cours de langue des signes. Et on avait des professeurs comme élèves, des orthophonistes, des médecins, des savants. On avait 2 savants qui travaillaient au CNRS. Tous les 2, il y avait Bernard Mottès, que vous connaissez bien, et puis il y avait aussi Harry Barkowitz, un Américain, donc qui faisait la recherche linguistique, qui faisait aussi le journal Coup d'œil. Donc nous avions tous ces stagiaires. Et un été, donc, nous sommes allés à Galaudet en 78 pendant 1 mois, au mois de juillet. Le groupe il y avait Guy qui faisait partie de ce groupe. Il y avait Jean-Paul Mitz, il y avait des professeurs de Saint-Jacques, il y avait des gens qui venaient un peu de toute la France. Et puis, donc, nous sommes arrivés à Galaudet, à Washington, D.C. Et en arrivant à Galaudet, Guy était complètement émerveillé par ce qu'il a vu. Cette grande université où il y avait de la langue des signes partout. Il y avait des interprètes, il y avait des sourds qui avaient des hauts niveaux d'études universitaires. Et pour nous, c'était une chose incroyable. Et pour Guy, c'était une vraie révélation. Guy donc, a été voir des conférences. Il a rencontré de nombreuses personnes sourdes, des linguistes. Il posait des questions. Il disait, mais ce qu'on fait avec nos mains, c'est de la langue, c'est une langue des signes. Et les linguistes américains disaient, mais bien sûr, c'est la langue des signes. Comme l'anglais, le français, pour les entendants, sont une langue. Pour les sourds, la langue des signes est une vraie langue. L'ASL est une langue. Mais la langue des signes française est aussi une vraie langue. Guy... Attends, parce que... Ouais. Les planques. Donc, c'est vrai que Guy réfléchissait à son retour en France. Ça l'empêchait même de dormir. Et puis, la nuit, du coup, il décidait, quand il ne voulait pas dormir, il a fait cet arbre, une nuit, qui est symbole, effectivement, de l'amitié entre la France et les États-Unis. Donc, ce qu'a expliqué tout à l'heure Jacques Sangla. Guy, un jour, a rencontré Jean-Paul Mitz, qui était professeur à Saint-Jacques. Et il voulait demander que Saint-Jacques prête une salle. Donc ça a été accordé. Il a appelé des amis sourds. Ils sont tous retrouvés dans ce local à Saint-Jacques. Ils ont échangé et ils ont imaginé. Guy a expliqué ce qu'il avait vu à Galaudet aux États-Unis, comme c'était formidable. Il a expliqué un peu à partir de cet arbre tout ce qu'il avait vu là-bas. Et puis le groupe a commencé à réfléchir et à proposer de créer. Alors il y avait 4
4 noms possibles pour créer l'association et on a voté et c'est l'Académie de la langue des signes qui a été retenue comme nom. Voilà, c'est les 4 noms que vous voyez là qui étaient possibles pour la création de l'association. Et c'est l'Académie de la langue des signes qui a remporté le plus de suffrages. L'Académie, c'était aussi politique. Parce qu'il y avait l'Académie de la langue française, et l'idée, c'était de valoriser la langue des signes. C'était pour ça aussi le choix de ce nom. Donc il y a eu la création de l'Académie. C'était la première association militante en France. Vraiment la toute première. L'objectif, à l'époque, c'était effectivement la reconnaissance de la langue des signes, de donner des cours de langue des signes, le droit à des cours de langue des signes, avoir le droit à l'information en langue des signes, avoir des interprètes, que les parents d'enfants sourds puissent être informés sur la langue des signes. En Assemblée générale, nous étions concurrents tous les deux pour la présidence avec Guy. Et c'est moi qui ai été président. Je pensais que ce serait Guy et c'était une erreur. Le premier président, ça a été moi. Donc, on avait de nombreuses activités à l'Académie. On faisait des cours de langue des signes. Guy participait aux cours. Il donnait des cours de CNV, de communication non verbale. Donc moi, là, c'est tout un discours au niveau de l'Assemblée générale où Christian Bourgeois dit qu'il est président sortant. Et il y a eu aussi un travail sur la recherche linguistique. Il y a eu aussi un travail sur des dictionnaires. On a fait des conférences 1 fois par mois. Il me reste combien de temps? C'est bon, c'est bon. On organisait aussi des réunions au niveau national. On a fait le premier congrès national où tous les gens et toutes les associations qui donnaient des cours de langue des signes ont pu se retrouver et échanger, se réunir autour d'un certain nombre de conférences. Alors, ça a été la première association à s'affilier à l'association. C'était Michel Braun qui était président à l'époque, qui voulait pas adhérer à la FNSF. Et Guy disait, mais si, il faut absolument y aller parce qu'il faut renverser le CA. Et pour y aller, pour pouvoir le faire, alors pour Michel Braun, c'était très difficile à l'époque de s'affilier à la FNSF, qui n'avait pas forcément la même philosophie que la défense de la langue des signes. Donc Guy a été à toutes les réunions de la fédération, toutes les assemblées générales, et puis petit à petit, la fédération s'est ouverte à la langue des signes. Donc, il y a eu des organisations de manifestations en France, il y a eu d'autres associations avec l'Académie, l'IVT, de LPE. Donc, on voit là, Guy, dans une manifestation, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel parce que c'était vraiment sa première langue. Depuis tout petit, il l'utilisait et le français n'était pas forcément sa deuxième langue. Il était vraiment dans la langue des signes, mais c'était quelqu'un qui avait une qualité d'expression, un niveau d'humour incroyable. C'était un grand militant. C'était vraiment quelqu'un qui défendait la langue des signes. Moi, je l'admirais beaucoup. J'admirais beaucoup Guy. Donc, voilà, on commence à voir Guy qui était militant, tout ce qui se passe, voilà, quand il est devenu prof de langue des signes. Et puis là, on va voir Christian Cuxac, toute sa recherche a été faite à partir des travaux de Guy quand il était jeune chercheur. Jeune linguiste. Donc, on va écouter Christian maintenant.
Oui, c'est justement à l'occasion du congrès de Dourdan à l'automne 80 que j'ai eu l'occasion de mieux Pardon, connaître. attends, il y a un problème. Ah. C'est bon? Il faut changer le réglage pour l'interprète qui est grand. Attention. Oui, on ne voit pas la tête de l'interprète. Donc pour les techniciens. Ou alors se mettre à côté de Christian. Ouais, oui. Il y a un problème de cadrage en tout cas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous ne me comptez pas ce temps-là dans mon intervention. Hein. C'est bon? Bon. Alors, c'est à l'occasion du congrès de Dourdan en automne 80 que j'ai eu l'occasion de mieux connaître Guy, que je connaissais déjà, mais pas aussi bien. À la fin du congrès, Michel Brown, qui faisait le discours de clôture, a demandé si quelqu'un voulait raconter des histoires en langue des signes. Et Guy s'est porté volontaire et a raconté 4 histoires. Et là, pour moi, ça a été le choc. D'abord, je comprenais ce qu'il disait, tout ou presque. Ouais. Et puis, c'était vraiment très drôle. J'avais déjà à ce moment-là en tête une remise en question de l'approche traditionnelle des langues des signes, fondée sur un lexique et une syntaxe plus temporelle que spatiale. Mais là, ce que Guy nous donnait à voir était une langue extrêmement imagée, incroyablement spatiale, tellement fluide. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que cette remise en question se baserait, dans un premier temps, sur un corpus monologique et des histoires racontées par Guy Bouchauveau. Et Guy a été d'accord pour jouer le jeu. Alors je voudrais dissiper 2 malentendus au sujet de Guy et de sa langue des signes. En premier lieu, Guy n'était pas seulement cet amuseur, comme on se plaît souvent à l'étiqueter. C'était un véritable créateur. Aussi bien en ce qui concerne les néologismes qu'il a lancés à partir de son travail à la Villette, mais aussi pour toutes les expressions populaires qu'il a inventées et qui resteront dans l'histoire de la langue des signes, comme l'ont fait certains grands auteurs comiques pour le français, dont les expressions, les traits d'esprit sont des dizaines d'années après, comme Fernand Reynaud, ou voire des siècles après, comme Molière, toujours vivantes dans le patrimoine linguistique de la langue française, parce que toujours reprises. Créateur, il l'était aussi dans une optique plus large, puisque les histoires de Guy s'inscrivent à jamais dans le corpus de la littérature orale de la LSF, aussi bien dans le registre comique, comme Les 2 chiens ou le match de football, que le registre poétique. Je pense au Petit garçon sourd écologique, qui est le titre d'une histoire. Pour caractériser sa langue des signes, la langue des signes française de Guy, on peut partir de son point de vue sur cette langue. Il se trouve que j'ai eu le privilège de suivre les cours de Jimmy Lex et de Guy à Paris 8. Jimmy était très sensible aux erreurs sur la configuration de la main que faisaient les étudiants. Et au besoin, il les corrigeait. Chez Guy, les reprises ne concernaient pas la configuration, mais portaient sur le mouvement. Jimmy partait souvent de successions d'images fixes, comme des bandes dessinées, alors que Guy proposait des dessins animés ou des petits films. Cela ne change rien, tous deux avaient un talent exceptionnel de conteur. Les structures, on les retrouvait toutes chez tous les locuteurs sourds. Mais ce qui faisait la différence entre eux, entre des gens comme Jimmy et Guy, et d'autres, se situait à un niveau plus haut, comme celui des enchaînements. Comment passer d'une structure à une autre pour constituer un récit cohérent et vivant. Et quant à la différence entre Jimmy et Guy, eh ben, il me semble que le centre organisationnel des histoires racontées par Jimmy se fondait autour des transferts situationnels, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, et chez Guy, c'était plutôt autour des transferts personnels. Et puis, je voudrais aussi dissiper un malentendu sur un plan plus spécifiquement linguistique. Pour moi, les histoires de Guy ont exploité à un niveau inégalé les ressources structurales et les richesses potentielles de la langue des signes. Cela me fait revenir en arrière sur des remarques critiques qui m'avaient été adressées concernant mon analyse de la langue des signes par des entendants, mais aussi par des sourds, disant « Ce que tu décris, c'est pas vraiment la LSF, c'est de la LSF humour, ou bien c'est spécial, c'est du mime, ou encore c'est la LSF particulière de Guy. » C'est vrai que j'avais délibérément choisi de prendre Guy pour modèle linguistique, afin d'illustrer tout ce que la langue des signes française était, sur un plan formel, capable d'exprimer.
Et ces critiques sont bien révélatrices du petit monde qui gravite autour de la linguistique de la langue des signes française. En effet, il ne viendrait à l'idée de personne de reprocher à un linguiste voulant donner une idée des potentialités offertes par les structures de l'anglais écrit, au niveau syntaxique comme au niveau de sa richesse lexicale, de prendre ces exemples dans les grands auteurs plutôt que dans les lettres de vacances des enfants Smith à leurs parents. Je voudrais aussi parler de l'homme qui était Guy. Guy, qui a tant fait rire les autres, ne riait pas souvent. En revanche, il souriait beaucoup. J'ai encore en tête, je revois encore son sourire plein de charme, irrésistible, un sourire d'une grande bonté. Guy avait ce don extraordinaire de représenter sur son visage, quand il racontait une histoire, une multitude d'émotions, de sentiments, comme la colère, l'angoisse, le doute, la satisfaction. Et quand il estimait que cela n'était pas suffisant, il ajoutait un complément gestuel, puisé dans la culture environnante pour dissiper toute ambiguïté, comme la perplexité ou l'intensité d'une réflexion. Cette mobilité du visage, il s'en servait aussi pour parler des autres. En transfert personnel ou en rôle, si vous préférez, il s'en servait tellement bien qu'il allait jusqu'à leur ressembler physiquement. Cela ne concernait pas seulement les postures, mais bien les traits du visage. Dans un corpus, quelques transferts de forme pour orienter le récepteur, et puis apparaissait le visage de Jean-Paul Mitte, ou bien celui du père Robert, l'aumônier de Saint-Jacques. Une petite anecdote, c'était à Chambéry. Guy était en train de raconter une histoire et je ressens une impression de familiarité très étrange. Et effectivement, Guy était en train de parler de moi et j'avais l'impression d'être devant un miroir. Tous les grands imitateurs de voix dans le monde entendant le disent. C'est une question d'empathie avec celui qu'on imite. Or, Guy jouait tellement de rôles et parfois de personnes qu'il n'aimait pas particulièrement, comme certains enseignants de Saint-Jacques, eh bien Guy les imitait comme s'il y avait chez ceux-là quelque chose en eux d'humain à sauver. Je pense que Guy montrait de cette manière sa foi en l'être humain, comme s'il y avait toujours un espoir, même dans les cas les plus désespérés. Et plus encore, puisqu'il était à même d'aller au-delà du genre humain, un chien, un chat. Je me souviens de la représentation bouleversante de la mort d'un coq. Je crois que cette aptitude de Guy à se mettre à la place des autres, à entrer dans leur peau, était en creux un message d'espoir et d'amour de la vie qu'il nous adressait. Je voudrais terminer sur le fait que Guy était aussi une personne éminemment politique. Il y avait dans ses histoires toujours une leçon à tirer, et pas seulement une virtuosité gratuite. Ces histoires étaient souvent comme des fables, il y avait souvent une morale latente. Quand je pense aux deux chiens, au match de football, à l'enterrement, la morale, c'était de ne pas se fier aux apparences. Parce que les apparences peuvent vous égarer. Des fois, le message était plus explicite. Dans l'histoire du petit garçon sourd et du nucléaire, il y a bien sûr le parti pris de Guy en faveur d'un monde écologique, mais aussi une critique cinglante, au passage, de l'éducation oraliste. L'enfant qui admire un papillon veut faire part de ce qu'il a vu en signe dans la salle de classe, et le professeur l'oblige à oraliser papillon. Cruelle désillusion. Politique, il l'était dans le sens impliqué, engagé politiquement au service de la cité. Ce n'était pas un de ces hommes froidement politiques qui ont une idée sur tout, mais généreusement politique, en ce sens que comment un choix politique peut avoir des retombées sur le terrain et changer un peu le monde. Le choix de Guy en faveur de la reconnaissance de la LSF et de sa promotion était aussi une affaire de terrain, aussi bien auprès des entendants à qui il enseignait la langue des signes comme langue 2 que des enfants sourds. D'où son action à la Villette. D'abord à un niveau plus large, concernant la possibilité de transmettre au moyen de la LSF des connaissances après tant de décennies de stigmatisation de cette langue et de mise à l'écart du milieu scolaire. J'y arrive. De là, tous les néologismes forgés par Guy, mais aussi au niveau de la transmission, l'invention d'une pédagogie. Guy était un prodigieux pédagogue. Je l'ai vu, comme je l'ai déjà dit, à Paris 8, auprès de nos étudiants entendants lorsqu'il enseignait la LS langue 2, mais aussi ici même à la Villette, auprès d'une classe d'élèves sourds, en une matinée, expliquer la double rotation de la Terre autour du Soleil et autour d'elle-même, l'axe de rotation par rapport au Soleil, l'explication des années bissextiles. Pour ça, je me souviens, Guy était devenu la Terre. Et je me souviendrai toujours de son expression de surprise, alors qu'il était la Terre, quand elle constate qu'il lui faut faire un quart de tour de plus sur elle-même pour boucler la course autour du Soleil. L'après-midi, le retour sur la matinée l'avait confirmé. Tous les élèves avaient intégré ce qui avait été expliqué le matin. Essayer d'en faire autant, sans support particulier, au moyen d'une langue vocale.
Dans toute vie, il y a quelques personnes qui ont influé sur le cours de votre existence et dont on dit qu'on a eu la chance de les rencontrer. Guy a été pour moi un de ces hommes remarquables. Merci à toi, Guy. Donc, on peut dire que le père de la langue française, c'est Molière, et peut-être que Guy est le père de la langue des signes. On pourrait peut-être dire ça. Donc maintenant, on va passer le relais, et on va parler de Guy. On a parlé de Guy militant, et puis on va parler maintenant de Guy animateur scientifique à la Villette. Donc on va demander à Marie-Laure d'intervenir. Bonjour. Ça va? Trop... je vais vous raconter comment Guy est arrivé dans le... Ça va? Ah, c'est l'ascension d'Anne-Marie. Donc, je vais vous raconter comment Guy est arrivé dans le projet de la Cité des Sciences. Alors, Paul Delouvrier, Eric doit avoir une photo. Voilà. Paul Delouvrier, le beau monsieur à droite, avait été nommé président du projet du parc de la Villette en 1979. L'ouverture de la Cité des Sciences elle-même, c'était prévu pour 85-86. Mais Paul Delouvrier a dit qu'il fallait penser dès ce moment-là à la diversité des visiteurs. C'était exceptionnel pour l'époque, et que si on attendait l'ouverture, ça serait trop tard. Donc il pensait en particulier aux personnes qui pouvaient avoir une difficulté de tous ordres d'ailleurs. Et il a passé en 1982 un contrat avec un architecte qui vérifiait tous les plans pour que tout soit bien accessible. Et à peu près à ce moment-là, 82-83, il a mis en place une commission de conseil qui se réunissait tous les mois pour rencontrer les équipes projets, les concepteurs des futures expositions. Cette commission de conseil, il y avait beaucoup de monde, et il y avait notamment Bernard Puydora Motez, Jean-Paul Meyer, je pense que certains voient qui c'est, Guy Bouchauveau, O.L. Corvest, qui est dans la salle, que je salue. Et il y avait même comme interprète Cécile Guillaumard, qui est également quelque part par là. Et le Jean-Paul Meyer, en fait, donnait des cours d'astronomie à Guy, parce que Guy était passionné d'astronomie. Et c'était vraiment une motivation pour lui. Alors, cette commission a rédigé une charte d'accessibilité qui a été présentée à la presse en avril 84. Et en fait, les illustrations étaient faites par Guy. Donc, vous avez sa vision de l'astronome du futur, astronome en fauteuil roulant, ou des enseignants complètement dépassés parce que les élèves comprennent mieux ce qui se passe qu'eux. Alors, moi, je venais d'arriver à ce moment-là, en 84, pour préparer le recrutement des animateurs scientifiques. Et je suis vraiment allée par hasard à une réunion de la commission. J'ai ouvert de grands yeux et j'ai demandé aux membres de la commission de m'aider à sensibiliser à l'accessibilité les futurs animateurs qu'on allait recruter. Donc, on a préparé ensemble des modules de formation de plusieurs jours, et il y avait là-dedans une journée pour les visiteurs sourds. Donc, il y avait de la communication non verbale, on parlait de l'histoire, du congrès de Milan, de l'histoire d'éducation des sourds. Moi, je n'y connaissais rien, ça me paraissait énorme, cette interdiction de la langue des signes, mais bon, puisqu'ils avaient l'air d'en être sûrs, je les croyais. Tous les animateurs ont suivi ces modules à partir de début 85, et moi qui organisais, j'ai suivi les modules plusieurs fois, donc je me suis bien sensibilisée, à tel point que j'ai compris que si on voulait que les expositions et l'offre de la Cité des Sciences soient accessibles aux personnes sourdes, il fallait évidemment utiliser la langue des signes, même si apparemment ça avait l'air pas bien dans le monde de l'éducation, mais enfin en tout cas pour faire comprendre les sciences, il me semblait qu'il fallait utiliser la langue des signes, et évidemment il fallait aussi que ça soit un animateur lui-même sourd qui prennent en charge ces visiteurs, parce qu'il fallait pouvoir s'adapter à des niveaux de langue très différents, à des personnes de tous âges, etc. Enfin, ça me paraissait évident. Bon, je pensais aussi qu'il fallait une personne aveugle pour participer à la conception des expositions et faire évoluer les projets de l'intérieur en sensibilisant
les concepteurs. Donc j'ai suggéré qu'on embauche Guy dans les équipes de la Cité des Sciences, OL que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est donc je resalue. Il fallait une personne pour interpréter les formations, etc. On a embarqué Cécile Guillaumard dans l'histoire et on a commencé à travailler. Alors, en fait, j'ai réussi à obtenir ces embauches un mois avant l'ouverture. C'est-à-dire que le 10 février 1986, Guy est devenu le premier animateur scientifique sourd, je pense, au monde. Je m'avance peut-être un peu, mais j'ai bien cherché, j'en avais pas trouvé ailleurs. Et alors, on s'est attaqué, évidemment, à faire monter des animations, des visites en langue des signes. Donc, on a mis en place des formations scientifiques de base, et puis sur les contenus des expositions. Et donc, on avait ouvert le 1er mars. On a fait des tests avec quelques personnes sourdes du 20 au 30 avril. Et on a proposé la première animation le 2 mai sur l'exposition temporaire sur l'or. Eric, je crois qu'il y a le premier programme qu'on a envoyé. Non, avant. On avait donc diffusé une invitation pour les premières visites. Bon, c'est pas très grave. On annonçait donc qu'on allait mettre en place des visites en langue des signes et que la première visite serait le 2 mai sur le thème de l'exposition temporaire de l'or, qui était vraiment un thème vraiment sympa. Et voilà. Notre première communication, comme on disait, on annonçait les premiers thèmes, l'astronomie, les milieux extrêmes, c'est-à-dire l'exploration de l'espace et de l'océan, et l'exposition sur l'or, et on invitait les personnes à réserver par courrier. C'était le mode de communication à l'époque. Alors, j'ai retrouvé, parce que je suis assez conservatrice, le bilan qu'on avait fait avec les réactions de premiers visiteurs. Donc, Eric, qui ont réagi avec un enthousiasme impressionnant en disant que c'était la première fois qu'ils comprenaient une exposition et que c'était grâce à la médiation faite en langue des signes par un animateur sourd. Ils étaient aussi étonnés et fiers de voir un sourd intégré dans un lieu comme la Cité des Sciences, qui était assez prestigieux. Donc je vous laisse, donc il dit 2 exemples. Il a fallu que j'attende d'avoir 41 ans, je pense, pour enfin m'intéresser à un musée. Je veux revenir toutes les semaines, mais seulement si l'animateur sourd est là. Je pensais que j'étais trop bête pour comprendre des notions scientifiques. Je m'aperçois que c'est pas vrai, etc. Enfin bon, c'était de ce style-là, quoi. Et puis, il y a des enseignants qui ont commencé à venir avec des groupes d'enfants. Et alors, j'ai découvert que ce qu'on m'avait dit, c'était vrai. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui ne connaissaient pas la langue des signes et on leur traduisait les échanges avec Guy. Et ils étaient étonnés de voir leurs élèves poser des questions et comprendre, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passait en classe. Mais il y en a même certains qui ne supportaient pas de se retrouver dans une situation handicapante pour eux et qui allaient faire autre chose pendant la visite. Mais il y en avait qui comprenaient et qui recommençaient à réfléchir. Et on se disait qu'on allait faire évoluer les choses comme ça, quoi. Autre conséquence, on était dans les expositions. Donc les visiteurs, entendant des expositions, côtoyaient les sourds et découvraient avec beaucoup d'intérêt cette langue, la langue des signes. Et en parallèle, Guy continuait à sensibiliser le personnel de la cité. Et du coup, il y avait des salariés qui commençaient à apprendre la langue des signes. Et puis, on avait recruté aussi quelques personnes qui parlaient la langue des signes. Donc, résultat, les sourds vraiment découvraient une Cité des Sciences amicale où ils se sentaient chez eux. Et je voudrais maintenant passer le relais à Guy lui-même, puisque en 2005, lorsque Jean-François Hébert, président, un an après le départ en retraite de Guy, l'a décoré de l'Ordre national du mérite, Guy a répété le discours qu'il allait tenir. Et en fait, on a retrouvé cette vidéo où il répète et il explique pourquoi il a choisi de travailler comme animateur dans un musée et ce qu'il a essayé de faire. Donc je passe le geste à Guy. Bonjour à tous. Donc Guy, en 80... Pardon, il faut attendre. C'est bon. On est obligé de resserrer un peu le temps. Il y a des choses que je devais dire que je vais résumer peut-être. Quand j'ai été embauchée, alors c'était en 93,
98, pardon. Et Guy m'a dit, viens, tu vas pouvoir faire de l'animation. Voilà, tu connais bien l'histoire des sourds, tu es militant, tu as fait de la recherche linguistique. Donc je me suis dit, honnêtement, travailler avec Guy, je m'y voyais pas du tout au départ. C'était un honneur. Il m'a expliqué énormément de choses sur son expérience de vie, de professionnel, de militant, sa recherche. Il m'expliquait tout ça. Et moi, j'étais comme un petit oiseau qui sortait du nid, hein, tout jeune. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Je l'ai beaucoup filmé aussi. J'ai gardé plein de traces. Et puis, j'ai découvert donc un extrait où Guy explique pourquoi il a voulu devenir animateur. Et je voudrais vous présenter cette vidéo maintenant. Donc, moi, il y a très longtemps, j'avais déjà, et je rêvais d'être animateur en langue des signes. Je me souviens, j'avais vu, il y a pas mal d'années, en Espagne, j'étais allée en Espagne, dans une ville, dans la ville de Valence. J'étais allée avec un copain sourd espagnol qui m'a servi de guide pour visiter un musée sur la tauromachie, sur l'histoire de la tauromachie. C'était vraiment magnifique, une exposition de grande qualité. Et il m'expliquait tout sur la violence des combats avec les taureaux, ce que faisaient les toréadors. Et moi, j'étais complètement fascinée par ce qu'il me racontait. Et quand je suis revenue à Paris, je me suis dit, c'est magnifique. Et plus tard, je veux absolument être animateur. Alors, quand je suis arrivée à la Villette, j'étais très heureux à cause de ça. Et je savais que bon, je devais faire des animations en langue des signes. Donc j'ai commencé à accueillir de plus en plus de publics sourds. Mais les sourds voilà, n'adoraient pas forcément aller dans les expositions au départ. Parce que il fallait absolument, pour les amener à aimer ça, ajouter un peu d'humour, montrer des choses de manière très simple, et petit à petit leur donner le goût des visites d'exposition. Donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai amené du public plus en plus nombreux, leur donner l'envie. Et c'est vrai qu'au Louvre, il y avait aussi des sourds qui étaient embauchés, qui faisaient pour être animateurs, au Palais de la Découverte, au Jardin des Plantes, au Musée d'Histoire naturelle. Et donc, nous, la Villette, on n'était pas du tout fermés. On encourageait toutes ces nouvelles initiatives. On échangeait, on allait sur place au Louvre discuter, encourager à la formation. Au jardin des plantes, on avait aussi des échanges avec les animateurs. C'était vraiment des échanges, et on commençait à voir un petit peu partout, à Toulouse aussi, dans chaque musée. Et vraiment, c'était important. Et la Villette, la philosophie de la Villette, c'était vraiment d'encourager toutes ces expériences un peu partout. Donc vous avez vu, je vais resserrer un peu mon intervention, j'en vais des vidéos, mais je vais vous parler des néologismes et de la création des néologismes par Guy. C'est vrai qu'il y a eu des vidéos, mais on pourrait les voir sur Facebook. Dans l'hommage à Guy, vous pourrez voir la diffusion de ces vidéos. Donc Guy, c'était quelqu'un de visionnaire, vraiment. Déjà, il avait tout compris sur la société et comment on pouvait faire changer la société concrètement, comment on pouvait faire changer, reconnaître la langue des signes. Et la communication non verbale, c'était vraiment un outil très important pour lui, pour montrer aux gens qu'il y avait une grande richesse, qu'on pouvait, avec cette langue, exprimer énormément de choses. Et puis les nouvelles technologies, la visioconférence, bon maintenant il y a le portable, mais à l'époque il n'y avait pas le portable, et c'était important, il disait, de diffuser des vidéos, d'utiliser, comme ce soir là en direct, toutes les conférences vont être diffusées en France sur Facebook, et Guy avait déjà cette envie et savait qu'avec la visioconférence on pouvait faire plein de choses. Donc là, voilà, c'était une séance en visioconférence avec Toulouse et l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec le Canada, avec la Guyane. On avait eu de nombreuses séances avec des gens à distance. Donc pour résumer, Guy, quand il est arrivé à la Villette, il était déjà
il avait déjà étudié l'histoire des sourds. Il avait une grande culture du monde sourd et de la communauté sourde. Il avait une grande connaissance de la structure de sa langue. C'était un grand narrateur. Il savait compter les choses. C'était quelqu'un qui savait dispenser la connaissance, diffuser la connaissance. Et ici, c'était un centre scientifique et c'était un vrai laboratoire. C'était vraiment, on pouvait, à partir du public, faire vulgariser la connaissance. C'était vraiment un espace où on pouvait essayer de transmettre la connaissance. Et c'est vrai qu'on a plein de vidéos de Guy, de traces, et ce serait vraiment important où on voit, où il explique des choses avec une structure tellement claire qui pourraient être vraiment des corpus qu'on pourrait analyser sur les néologismes. On a plein de cassettes de néologismes. Et il faut absolument qu'on garde cet héritage de Guy, cet héritage qui est ici à la Villette. Il faudrait qu'on fasse une exposition. Guy a participé à de nombreuses expositions. Dans les expositions, on voit Guy dans plein de vidéos. Il y a toujours de la langue des signes. Et c'était vraiment un échange scientifique. Et c'était au contraire, la science, de manière visuelle, c'est un apport. C'est un apport. L'iconicité, ça permet de rendre les sciences très claires. Des fois, c'est compliqué d'expliquer un concept, par exemple l'ARN, l'ADN, le mouvement des planètes, etc. Avec la langue des signes, on peut donner une image très claire de ces concepts linguistiques. Donc, il faut absolument que ce soit quelque chose qui soit encore gardé toutes ces traces. L'accessibilité, c'est quelque chose qui doit exister de plus en plus pour permettre de diffuser tout ça. Et maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vais passer la parole à Ronit, qui va vous expliquer ce qui va se passer. Merci Eric d'avoir été aussi concis pour essayer de rattraper un petit peu le retard. Donc maintenant, je vais, parce qu'on a montré l'heure aux différents intervenants qui n'ont pas forcément tenu compte des pancartes à chaque fois. Donc Guy était un visionnaire et avec Eric, on en discutait souvent. C'est qu'il avait envie qu'il y ait des traductions à distance. Il disait que c'était quelque chose qu'on pourrait faire de manière concrète. Et il y a eu les centres relais d'interprètes qui sont des choses nouvelles. Et maintenant, on va passer la parole à Rachid Benelossine qui va parler de Guy, l'humoriste. Donc Rachid, à vous. Bonsoir à tous. C'est bon ? Alors, voilà, essayer de... Voilà, par rapport à l'humour, je pense que l'humour, pour les sourds, il est avant tout dans les foyers. Pour ceux qui s'en rappellent, voilà, ces lieux où les sourds pouvaient se rencontrer, jeunes, vieux, être ensemble, passer un moment ensemble en toute liberté. Il y avait les différentes écoles, Saint-Jacques, Asnières, Morvan, voilà, tout le monde se retrouvait dans ces foyers pour échanger. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement riche et je pense que c'est là qu'est né l'humour des sourds. Et la chance avec Guy, ce que disait Josette tout à l'heure, c'est que jeunes, leurs parents les emmenaient dans la communauté sourde. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel quand même que les parents fassent ça. Donc il y avait ces foyers, voilà, où tout le monde s'exprimait dans des styles vraiment différents, des humours plus provocateurs, d'autres plus burlesques, plus imaginatifs, plus inventifs. Hein, voilà. Vraiment toutes ces langues des signes qui ont entouré Guy et dont il a pu s'inspirer. Et je pense que vraiment c'est là que c'est né. Bon, il était à Saint-Jacques, comme on vous l'a dit. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans une école sans savoir ce qui se passait à côté ou ce qui se passait pour les autres sourds. Et je pense que voilà, les foyers permettaient aux sourds de se rencontrer au-delà des murs de leurs écoles.
Et puis il y avait cet humour, et puis il y a aussi ce qu'expliquait Josette, voilà, sa participation dans les clubs de sport, voilà, où il a aussi fait amuser beaucoup les gens, les a beaucoup fait rire. Il y a le bal d'étoiles où il allait tous les ans effectivement, et voilà, c'est tous ces lieux où il a pu vraiment trouver son inspiration. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, et vraiment, peut rendre un grand hommage à ses parents, à son père, pour l'avoir vraiment emmené un peu partout. Euh, et puis, effectivement, Guy voilà, avait cette conscience de l'humour vraiment extrême et très fine. Alors, c'est vrai que là, on est vraiment obligé de se restreindre en termes de temps. Bon, Guy a travaillé ici, on a eu la chance de travailler ensemble. C'est vrai que c'était parfois très difficile de travailler avec lui parce que tous les jours, c'était des crises de fou rire. Et inversement, c'était très difficile de faire rire Guy quand même, hein. J'ai essayé de lui raconter des histoires, de le faire rire, mais voilà, c'était très difficile de réussir à faire, à le faire rire. Et, voilà, c'était un savant mélange dans ce que racontait Guy entre des histoires drôles, des histoires vécues, des choses observées. Il avait vraiment une très très grande mémoire des choses pour en faire toutes ces histoires. Et voilà. Il y a eu le Deathway, où il y a eu énormément de monde. Je crois qu'il y avait d'ailleurs 2000 personnes qui sont venues à cet événement. Et Guy a pris la parole sur scène, donc devant 2000 personnes, en demandant aux interprètes de se taire. Et voilà, il a fait rire 2000 personnes d'origine complètement différente sur scène. Et je pense que là aussi, il a pris conscience de la valeur de l'humour, de ce qu'il pouvait faire passer avec ses mains. Donc c'était en 89 ça. Et puis voilà, c'est vrai qu'il a fait pas mal de choses. Il a créé en 2004, entre autres, une compagnie de théâtre dans laquelle j'étais bénévole, et on a filmé beaucoup de choses que Guy a fait. C'est vrai que c'était vraiment un professionnel de la scène. Il y avait vraiment un talent de narrateur. Alors ça, c'est pas un dessin de Guy, hein. C'est Jean Bruckmann qui avait fait une caricature de Guy pour se moquer de lui. Donc voilà, vraiment le travail de Guy, en fait, il allait partout, dans les amicales, dans les foyers, dans les banquiers, et il enregistrait les choses, tout ce qui se racontait, tout ce qui se disait, la façon dont c'était dit. Voilà, il mémorisait vraiment tout ça, les styles des sourds de différentes générations. Et puis voilà, on pensait qu'il inventait vraiment les choses comme ça, mais c'était vraiment un travail de recherche, c'était vraiment un très gros travail qu'il faisait pour créer ces histoires et pour qu'elles soient vraiment solides et qu'il puisse après les répéter partout sur différentes scènes auprès de différents publics. Et puis d'un point de vue plus technique, il utilisait énormément le dessin et le storyboard vraiment pour préparer tous ces scénarios. C'est pas des choses qu'il improvisait à la dernière minute, c'était vraiment un gros travail de préparation qu'il y avait en amont. Il se filmait, il se corrigeait, il modifiait son histoire avant de la valider et de la présenter à un public. Voilà, donc sa façon de travailler sur des sujets réels, d'en faire des dessins, d'en trouver des traits saillants, comme on peut le voir là. Donc il commençait d'abord par dessiner avant de s'imprégner des sujets de ses histoires. Voilà, Guy était vraiment capable de porter tous les masques et d'incarner tous les rôles. C'était vraiment il était capable d'une extrême richesse de jeu. Et en même temps, Guy avait aussi un regard sur sa langue des signes. Il a, dans des grandes discussions avec Ben Bahan, justement, sur la langue des signes, il a vraiment voilà, eu ce recul que pas forcément beaucoup de gens peuvent avoir sur la langue des signes, sur la narration en langue des signes, comment dire les choses, la narrativité, ce
qu'on pouvait dire et ne pas dire en langue des signes. Il y a, par exemple, une histoire en Allemagne où Guy allait pour raconter une histoire. Et puis, mais juste avant, il y avait des jeunes qui étaient montés sur scène pour jouer du rock, des jeunes sourds appareillés. Voilà, ça hurlait dans la salle, la musique à fond, voilà, pour essayer d'imiter les entendants. Et c'est vrai que Guy, ça l'avait beaucoup énervé. Il avait préparé une histoire et en fait, il a décidé de tout changer au dernier moment. Et quand il est monté sur scène, il a commencé à parler de la guerre. Voilà, donc il y avait où tout était tourné autour des appareils auditifs. Et c'est vrai que voilà, il y avait vraiment un message politique qui était dans ces histoires, et il a vraiment un peu surpris la salle et les a vraiment forcés à réfléchir un peu à ce qui venait de se passer. Donc voilà, il a raconté énormément d'histoires. Voilà, il y a une littérature de la langue des signes, et pour moi, Guy en fait partie à travers toutes les vidéos qu'on a pu avoir, et j'espère que ça va être un patrimoine qui va se transmettre. Voilà, je pense que chacun en est responsable, et voilà, un patrimoine qui va être encore exploité. Donc là, c'est lorsque Guy a reçu les Mains d'Or. Donc, le prix pour le meilleur comique, humoriste. Ah ben, c'est toujours mon mari. Merci. Voilà, vous me le tenir que je puisse signer. Voilà. Merci à tous. Alors, bon, je suis désolé pour mes camarades. Il y a des gens qui sont capables de beaucoup d'humour, des hommes comme des femmes. Je commence à avoir quelques cheveux blancs, donc il va falloir que quelqu'un prenne le relais. Et il y a plein de gens qui en sont capables. J'en ai vu, voilà, ils sont timides, ils n'osent pas monter sur scène, mais voilà, j'ai repéré des personnes, et je pense que la prochaine sera une femme. Voilà, encore merci à tous, et puis voilà, merci à l'Académie, merci à tous, merci à tout le monde. Voilà, merci. Bien voilà, vous connaissez tous un petit peu la vie publique de Guy, mais c'était aussi un père, un grand-père. Et donc, donc Alexis a souhaité un peu parler de cet aspect du Guy qu'on ne connaissait pas forcément. Bonsoir à tous. Alors merci d'être venus nombreux. J'ai été assez impressionné quand j'ai vu le nombre de personnes qui sont inscrites sur le site. Au début, quand on a commencé à préparer cet hommage, je me suis dit, bon, mettez une petite salle de 100 personnes, ça va être bien. Et puis la plupart de mes collègues sourds m'ont dit, non mais attends Alexis, ça va pas bien. On va mettre une salle au moins de 400 personnes. Et au final, la salle de 400 personnes est pleine. Il y en a une autre là-bas. Et on a eu plus de demandes de 1000 réservations. Donc... moi, je voulais un peu parler de mon père sous un prisme un peu plus personnel, parce que j'ai mis, moi, beaucoup de temps à prendre conscience que, en fait, dans le monde des sourds, particulièrement, c'était quelqu'un d'exceptionnel, mais il était aussi quelqu'un d'exceptionnel au niveau personnel, en tant que père de famille. J'ai quand même mis pas mal de temps à essayer de regrouper un certain nombre de choses que je voulais témoigner, puisque c'est vrai que c'est assez difficile de parler de son père d'une manière objective et un peu détachée. Finalement, ça m'a permis de faire une rétrospective sur lui et de prendre conscience d'un certain nombre de choses dont je n'avais pas pris conscience. Et pendant les 4 mois où on a commencé à préparer cet hommage, le fait de réfléchir à tout ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Alors, en tant que père, je tenais à dire que c'était vraiment quelqu'un de drôle. Ça vous surprend pas, j'imagine, mais il était vraiment drôle. Et en plus, on vivait dans un quartier HLM à Noisy-le-Sec, et il était vraiment aimé de tout le monde.
il avait une particularité. Donc, d'une part, on avait une particularité, c'était qu'on était la seule famille où il y avait des sourds dans le quartier. C'était un quartier qui était multiethnique, avec beaucoup de gens différents, de différentes cultures, de différents horizons, parfois d'origine nord-africaine et africaine. Et mon père, il avait cette facilité à mettre les gens dans le confort le plus total. Et souvent, quand j'avais des copains qui venaient à la maison et il me disait, alors comment je vais dire bonjour à ton père, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Et souvent je leur disais, mais je te dis pas, débrouille-toi, tu verras, parce que je savais très bien que mon père allait les mettre à l'aise et qu'il allait faire le nécessaire pour pouvoir communiquer sans nécessairement avoir besoin d'avoir quelqu'un en face qui parlait la langue des signes. Alors ça, c'était le côté avenant de mon père. Il a toujours été comme ça, et à chaque fois qu'on allait dans un lieu public où les gens étaient assez surpris de voir un sourd et ils ne savaient pas trop comment s'y prendre, j'avais tout le temps, moi, j'étais assez décontracté avec le fait que mon père puisse mettre à l'aise les gens et communiquer avec eux. À la maison, c'était un papa qui était très tendre, il était très câlin, mais bon, finalement, j'ai appris que c'était pas qu'à la maison. La plupart de ses amis me disaient, à chaque fois que je vois Guy, il me prend dans ses bras, il me fait des bisous, il me fait des câlins. Donc c'est vrai qu'il était très tactile et il avait toujours besoin, et particulièrement avec ses enfants, de nous embrasser, de nous prendre dans ses bras. Mais ce que je voulais, particulièrement dire, c'est que c'était aussi un artiste dans la vie de tous les jours. Au quotidien, c'était un artiste. D'une part, c'était un artiste dans le jeu. Moi, je m'amusais à le taquiner quand il regardait la télé. Je prenais un malin plaisir à parfois arriver derrière lui parce qu'il ne m'entendait pas, alors à lui tirer un petit cheveu et à partir en courant. Et on s'amusait à faire des allers-retours comme ça, et puis il me courait derrière dans la maison. Et je m'enfermais dans la salle de bain. Donc il n'arrivait jamais à m'attraper. Et on avait un petit jeu comme ça, et puis moi j'avais un avantage sur lui, c'est que moi j'entendais, et je l'entendais arriver derrière la porte de la salle de bain parce qu'il pensait que j'allais pas l'entendre ouvrir au moment où j'allais ouvrir. Et donc il a vite compris que j'avais un avantage sur lui. Et puis un jour, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il s'était mis derrière la porte et il avait glissé un papier sous la porte de la salle de bain avec le dessin d'un petit garçon qui se faisait triper par son père en me disant « tu es mort ». Et ça, c'était drôle parce que je savais que en jouant avec lui, il allait toujours trouver le moyen de nous faire rire, et il était toujours au 10e degré. Pareil, un jour, on a fait une blague à ma sœur Ève qui sortait en discothèque, et on lui avait préparé, mon père avait préparé quelque chose d'absolument sensationnel. Il avait pris un traversin, un coussin, il avait mis des lunettes de soleil, un chapeau, il avait fait en sorte de faire croire à Ève qu'il y avait un homme dans son lit au moment où elle allait rentrer à 4 heures du matin. Et j'ai été le seul à avoir été réveillé avec un cri pas possible. Et elle avait rentré dans la chambre avec la vision d'un homme dans son lit. Elle s'est mise à crier. Et ça, c'était vraiment drôle parce que mon père, il n'était jamais à court d'idées pour faire des blagues. Alors, c'est marrant, j'ai entendu 2-3 fois ce soir des personnes qui ont dit « on ne voit pas Guy rire ». Moi, je l'ai vu rire et assez poumonner. Et ça, c'était drôle parce que, en fait, il riait. C'est vrai qu'il riait très peu. Un jour, j'étais dans ma chambre et je l'ai entendu vraiment rire très fort. Et c'est parce qu'il regardait un film de Jim Carrey qui était très burlesque. Et mon père, à chaque fois qu'il y avait un film burlesque avec du Chaplin, avec du Laurel et Hardy, c'est là où il riait vraiment. C'est ça qui le faisait rire. Il était vraiment dans la VV au quotidien. La seule chose qui le faisait rire, c'était ça. Et je l'ai vu rire aux éclats, mais je vous avoue que c'était rare, effectivement. Voilà. Je parle aussi rapidement, je vais essayer de faire court parce que je sais qu'on est assez pressé par le temps. Mon grand-père me disait un jour qu'à 3 ans, et comme le disait justement Josette tout à l'heure, à 3 ans, mon père il était capable de dessiner un seau qui pendait d'un puits en perspective. Et il avait naturellement un don. Et mon grand-père, et ça je tenais à le dire, et Josette l'a dit tout à l'heure, mes grands-parents ont fait le nécessaire ils ont toujours fait le nécessaire pour faire en sorte que Guy ne soit jamais bridé, Guy et Josette ne soient jamais bridés. Il les a tout le temps accompagnés, il les a tout le temps poussés à faire tout ce qu'ils voulaient. Et je pense que c'est aussi en partie grâce à eux qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il les a toujours poussés et il n'a jamais essayé de lui faire comprendre qu'il était handicapé, qu'il n'avait pas le droit de faire un certain nombre de choses. Voilà. Quand je disais que c'était un artiste, c'était aussi dans la vie quotidienne. Si on allait à la plage, si je commençais à faire un petit château de sable, lui, il m'aidait et puis
il commençait à faire un petit peu les murs, et puis il refaisait les tours, et puis à la fin, je le laissais complètement faire, et puis je me retrouvais avec un sphinx ou une sculpture absolument incroyable à la plage, et on avait les gens qui s'amassaient autour de nous parce que mon père, il savait aussi faire des châteaux de sable, il savait faire, c'était un artiste dans tout ce qu'il faisait. Je me rappelle aussi d'une fois où j'avais buté sur un dessin pour un exercice à l'école, un exercice d'art plastique. Et je butais, je ne savais pas trop faire le dessin. Mon père a pris la main, il m'a dit oh, bon, je vais t'aider, je vais commencer à faire le début. Et puis, comme d'hab, il était pris dans son art et puis il m'avait fait tout le dessin. Et quand j'ai ramené ça au professeur, elle a vu bien évidemment la supercherie très rapidement. Et je me souviens encore du mot qu'elle m'a mis dans mon carnet de liaison, qui était qu'elle avait mis « Cher Monsieur Bouchauveau, Alexis n'a pas autant de talent dans l'art de la dissimulation que dans le vôtre dans le dessin. Je vous mets 20 sur 20. Quant à Alexis, il a gagné le droit de refaire son exercice. » Donc voilà. Dernière chose, et encore deux choses. Un jour, j'ai vu... J'étais à la Cité des Sciences, je me baladais pas mal dans les expositions, je faisais les activités, et j'étais avec d'autres enfants entendants, et puis un jour, il y en a un qui me dit « Moi, mon père, il me raconte des histoires tous les soirs. » Je dis « Moi, tiens, mon père, il fait pas ça, quoi. » Et je suis rentré à la maison, et je dis « Mais pourquoi tu me racontes pas des histoires tous les soirs avant de te coucher ?» Donc là, il était un peu gêné, parce qu'il se disait « Bon, quel type d'histoire je vais pouvoir lui raconter ?» Et il n'a pas dit non, il s'est pas dégonflé. Au moment de commencer son histoire, c'était une histoire. Mon père, il était dans un rêve. Ça partait avec une fusée qui partait dans des galaxies, des étoiles. C'était complètement imagé. C'était des choses qui étaient absolument hallucinantes. Et je me suis aperçu que j'avais une chance incroyable, finalement, c'est de pouvoir jouir de quelque chose qui n'avait pas de commune mesure dans les autres familles. C'est que non seulement il avait le talent pour me faire imager des histoires qui étaient absolument visuelles, et ça a duré quelques temps, mais... J'aurais dû le filmer si j'avais pu, mais c'était absolument exceptionnel. Et pour terminer, souvent je lui disais, il ramenait tout à la langue des signes. Quand on avait des discussions, il me trouvait tout le temps, il faisait tout le temps un rapport avec les sourds. Si je parlais de Léonard de Vinci, il pouvait me dire qu'il avait un assistant qui était sourd, qu'il avait des sourds dans son entourage. Et je me disais, mais c'est pas possible. À chaque fois, il met des sourds dans les histoires classiques. Et finalement, après, quand Internet est arrivé, j'ai pu vérifier. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois, il avait raison. Il connaissait parfaitement l'histoire des sourds les plus connus. Et je lui disais souvent, mais t'es un ayatollah, t'es tout le temps à défendre la langue des signes, tout le temps les sourds, la LSF. Et parce que j'étais adolescent et que j'étais un peu en opposition avec ce qu'il disait. Et puis finalement, avec le temps, je me suis aperçu qu'il avait vraiment raison. Il avait raison d'être comme on dit, un ayatollah. Il avait raison d'être intégriste. Il avait raison de ne pas laisser passer un certain nombre de choses. Il avait raison le jour où il s'est pointé dans le bureau du directeur de mon école et qu'il n'y avait pas d'interprète. Il n'a pas voulu que je traduise, il a fait demi-tour. Et le deuxième rendez-vous, ils ont fait le nécessaire pour faire venir un interprète. Il avait raison de faire tout ça au quotidien. Il avait raison parce que je discutais avec Ève il n'y a pas longtemps et je lui disais, mais pendant qu'on préparait ces réunions, je disais, mais les sourds qu'il y a autour de moi, ils sont vraiment talentueux, ils se respectent dans les temps de parole, ils ne se coupent pas, ils écrivent vachement bien, ils écrivent un français impeccable. C'est vrai que ça changeait de l'époque de nos parents où c'était un peu plus chaotique. Et Ève me disait à juste titre, mais tu sais, Alexis, si aujourd'hui la plupart des sourds sont instruits, s'ils ont accès à un certain nombre de choses, c'est aussi grâce à nos parents. C'est grâce à ces militants, c'est grâce à ces gens-là qui se sont battus. Et je voulais qu'ils continuent, et je voulais que vous pensiez, ce que je veux, c'est que vous continuez à vous battre tous les jours, parce que vous avez une culture, les sourds, il faut que vous la défendiez, il faut que vous soyez intégriste, et les nouvelles technologies, effectivement, ça vous facilite la vie, mais défendez votre culture. Voilà. Un dernier mot sur sa fin. Il est parti il y a quelques mois. Et j'ai eu la chance, et ça c'est quelque chose de très personnel que j'ai envie de partager avec vous. Guy, papa, il n'avait pas envie de partir. Il avait 72 ans, et encore dans son lit d'hôpital, et alors que c'était très dur pour lui, que c'était la fin,
il me disait, mais j'ai pas eu le temps de faire ça, à 72 ans, c'est trop jeune, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et je m'efforçais à lui dire, mais papa, tu te rends pas compte de la vie que tu as eue par rapport à l'ensemble des sourds que je connais autour de toi. Tu as une vie très riche. Et jusqu'à la fin, il était convaincu qu'il fallait faire un certain nombre de choses. Donc j'aimerais que pour lui, vous continuez à vous battre et à faire en sorte que la langue des signes soit respectée. Maintenant, je vais passer rapidement sur un film un peu plus personnel, et pour vous montrer aussi qui il était en tant que grand-père. Mélina, mets ta crème. Si, viens prendre avec tes doigts. Viens. Mais, oui, mais non. Après, tu vas regarder, chérie. Il faut mettre la crème pour avoir la peau toute sèche. Le petit nez, le petit menton. Petit don, ouais, t'es grand, toi, t'apprends la langue des signes. Waouh. Je la mettrai à Gabriel. Ouais, je mettrai. Fucked it, friend, it's on its head, it struck the street. You're in Milwaukee off your feet. And once I knew I was not magnificent.
could see for miles, miles, miles. Christmas night, clutch the light, the halo bright. Above my brother and saying it's fine. You smoked the screen to make your world it was to be. And I don't know it in my memory. And once I knew I was not magnificent. Bon, c'était émouvant, toutes ces images. Alors, bien sûr, maintenant, pour faire la synthèse de l'après-midi, on va faire appel à Vincent Coutinho, qui est le président de la fédération. Il faut faire court, parce qu'on est vraiment, vraiment pris par le temps. Il faut rattraper le retard. Bon, c'est beaucoup d'émotions. Je pense que tout le monde est très ému et c'est vraiment quelqu'un qu'on gardera en mémoire et qu'on gardera dans nos cœurs. Et c'est vraiment important de lui rendre cet hommage. Alors, ce que je voulais dire, c'est que bon, la fédération, c'est la communauté des sourds. On a eu tout un parcours. Et Guy Bouchauveau a fait partie de ce parcours et ça a vraiment été un personnage important, un grand homme. Et bon, il était sourd, artiste, il a enseigné la langue des signes, il était militant, il était engagé. Et il a fait partie de la fédération jusqu'en 1991. Et à partir de son passage, enfin après son passage, les choses ont vraiment évolué. Alors, la fédération, à une époque, avait une conscience assez limitée de la langue des signes et il a vraiment, vraiment opéré une révolution dans ce sens-là. Pour moi, ça a vraiment été un modèle et c'est vraiment un modèle pour vous. C'est un modèle qui nous permet justement d'imaginer qu'on peut construire les choses ensemble et qu'on peut imaginer un avenir pour la langue des signes. Et pour moi, c'est un héritage. Enfin, il nous laisse vraiment un héritage d'une très grande valeur et il nous transmet un patrimoine culturel. Et il nous entraîne vraiment, il nous engage à continuer à nous battre sans oublier le passé. Il ne faut pas oublier que par le passé, il y a vraiment eu des personnes qui ont été très militantes et dont Guy Bouchauveau a fait partie. Et vraiment, ça fait partie de notre patrimoine, de tous ces gens qui ont été militants. Et bon, ce que j'aimerais dire ce soir pour vous tous, alors, ce qu'a dit Alexis aussi, et je trouve que c'est son fils qui est très important, c'est qu'il faut continuer à se battre. Josette, sa sœur, a dit aussi qu'elle nous a transmis ses dernières paroles et elle a dit, Guy nous a dit qu'il fallait qu'on reste tous unis et qu'on continue et qu'ensemble on serait plus forts et pour continuer à se battre. Et la fédération, c'est vous. On représente la communauté des sourds.
Et on veut que la langue des signes soit reconnue. La langue des signes a une importance et il faut qu'on soit d'accord tous ensemble pour avancer dans ce sens-là. Le combat n'est pas terminé. Et Guy Bouchauveau a dit, lui, qu'il regrettait de ne pas avoir achevé ce combat. Et bon, je pense qu'en mémoire de lui, il faut qu'on continue à se battre. Et il faut vraiment qu'on lui dise un grand merci à Guy Bouchauveau. Voilà. Merci à l'Académie de nous avoir invités. Merci à la Cité des Sciences aussi d'avoir permis d'organiser cet événement. Voilà, c'était la dernière intervention. Je pense que moi j'aimerais inviter toute l'équipe là, qui a participé à l'organisation de cet événement. J'aimerais que toute l'équipe vienne nous rejoindre. Les interprètes aussi, il faut. Bon, d'accord. Alors, c'est important. Il faut aussi remercier Lydie, qui a laissé quand même beaucoup Guy à ses activités de militant. Donc, on peut remercier sa femme, Lydie Bouchauveau, qui est là. Bravo. Merci beaucoup à Lydie. C'est vrai que c'est aussi un peu grâce à elle que Guy Bouchauveau a pu faire toutes ces activités. Et puis, je pense qu'on peut être fiers. Alors, s'il vous plaît, la Cité va fermer ses portes. Donc, on a déjà pris un petit peu de retard. Je vous invite tous à sortir rapidement de la salle. Et merci à vous d'être venus. Merci aux techniciens aussi. Merci à tout le monde. Voilà.